On passe à cette première session sur la coopération internationale à l'heure des nouveaux équilibres mondiaux. Alors que les rapports de force évoluent avec la montée des extrêmes droites en Occident et l'affirmation des puissances du Sud, il est essentiel de repenser nos façons de coopérer. Comment adapter nos approches pour éviter tout prisme néocolonial? Et la France, dans tout ça, avec son histoire et son influence, peut-elle jouer un rôle de médiateur en renforçant les liens avec tous les partenaires? Et pour en parler, on reçoit Alejandra Mora Mora, secrétaire exécutive de la Commission interaméricaine des femmes. Bienvenida. Gracias. Nathalie Delapalme, directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim, mais installez-vous, bonjour. Et Luc Bagur, directeur général de l'unité politique et coordination de développement durable à l'INTPA, International Partnership, à la Commission européenne. Merci à vous trois d'être là. Gracias. Voilà, je ne vais pas parler en espagnol. Madame aura une traduction, ne vous inquiétez pas. On va commencer par vous, Madame Alejandra Mora Mora. En matière de coopération internationale, il y a le concept de non-alignement en Amérique latine, non-alignement actif en Amérique latine. Expliquez-nous ce concept et comment se traduit-il concrètement et notamment quels impacts observe-t-on dans la promotion des droits des femmes dont vous gérez justement le portefeuille? Sí, muchas gracias. Y bueno, merci infiniment. Je suis vraiment ravie de voir qu'Expertise France est là, parmi nous, et nous aide depuis si longtemps. Alors, ce nouveau monde nécessite une nouvelle approche, des nouvelles dynamiques. Il faut s'adapter aux nouveaux acteurs également. Et lorsque l'on parle de la coopération non alignée, c'est un débat qui a lieu actuellement et qui nécessite de voir quels sont les atouts des États, quelles sont les trajectoires politiques des différents États entre eux, avec les coopérants également, et quels sont les atouts commerciaux, les liens politiques et surtout la diplomatie mondiale, c'est-à-dire la situation de la diplomatie mondiale à l'heure actuelle. Et je pense que tout cela, et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, dans tout cela, ce qui est important, c'est de repenser la coopération comme une co-construction, c'est-à-dire comprendre quels sont les besoins des pays. Notre région sait précisément quels sont les grands enjeux, le changement climatique, les catastrophes naturelles, les inégalités. Notre région fait partie des régions les plus inégales. Il y a la pauvreté également, la mobilité urbaine, la mobilité humaine que l'on constate d'un pays à l'autre. Et donc, je pense que la coopération doit voir ses partenaires, et pas ses bénéficiaires, ses partenaires, comme sous l'angle des besoins. Et comment construire quelque chose pour que chacun puisse en bénéficier, y participer sur un pied d'égalité et pour participer au développement d'une démocratie plus solide. Alors, vous m'avez posé la question des droits des femmes. Nous représentons la moitié de la population et cette moitié de la population a été particulièrement invisibilisée s'agissant des différences. Lorsqu'il y a des différences, quelles sont les mesures à prendre pour précisément favoriser le développement des femmes? Et il convient de souligner que les Amériques font des efforts énormes pour autonomiser les femmes, pour leur émancipation. Il y a eu vraiment un gros travail d'accompli et sur des thématiques que nous avons véritablement placées à l'ordre du jour. Le dernier grand thème, c'est le CARE. Le CARE, c'est ce qui soutient la vie, l'économie, et ça s'est toujours fait par le biais des femmes.
Et cela a impliqué tout un ensemble d'éléments importants, avoir du temps, la possibilité d'effectuer un travail rémunéré, la co-responsabilité également. Voilà, ce sont des sujets importants et ce sont des valeurs que nous défendons, nous, dans les Amériques, dans le cadre de ce dialogue entre coopérants. Gracias, Alexandra Mora-Mora. J'aimerais qu'on se tourne vers Nathalie Delapalme. Dans un contexte de multipolarité, on quitte l'Amérique du Sud, on va en Afrique. Vous, directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim, selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les pays africains, dont justement au sein de votre fondation, vous travaillez activement dessus, doivent faire face pour renforcer leur gouvernance, tout en évitant de nouvelles dépendances dans cette reconfiguration mondiale? Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'abord de m'accueillir. C'est vrai qu'on travaille beaucoup. Oui, allez-y. La Fondation Mo Ibrahim s'attache effectivement à contribuer à l'articulation du point de vue africain sur les grands enjeux du continent, avec un focus particulier sur la gouvernance, qui est un facteur essentiel pour réussir ou non la mise en valeur du potentiel africain. Je voudrais revenir peut-être sur ce terme de dépendance que vous avez utilisé et qui est très important. Je crois que ce qui est important vu du point de vue africain, c'est de changer de paradigme. On n'est plus dans un monde qui est celui qui a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le système de Bretton Woods et des Nations Unies, où on avait des pays développés, stables, ayant vainqueurs du dernier conflit, qui souhaitaient aider des pays moins favorisés, moins stables, et qui, dans le fond, étaient les réceptacles bien confinés de toutes les crises du monde, les guerres, les maladies, les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, la guerre est en Europe, le changement climatique affecte tout le monde, Pacific Palisades a été détruit en très peu de temps, la pandémie ignore les niveaux de revenus ou les frontières. Et vu du côté des points du côté africain, il est particulièrement important de comprendre qu'effectivement, ce sont des défis partagés qui appellent des solutions partagées et pour lesquelles les pays africains, effectivement, peuvent jouer un rôle important. Si on prend, par exemple, la question du changement climatique, il n'y aura pas d'économie globale verte sans les actifs africains, que ce soit les minerais critiques, la biodiversité, la capacité de séquestration carbone. Donc, ce n'est pas simplement regarder le continent africain comme un continent vulnérable qu'il faut aider. Je crois que cette notion de coopération est vraiment importante. Il faut changer de paradigme, il faut changer de métrique. Et je reviens sur le terme qui vient d'être utilisé à la fin de votre session. Coopération humaine, c'est extrêmement important. On peut appeler ça assistance technique, expertise humaine, coopération humaine. On ne peut plus juste considérer que la coopération, c'est un échange financier. La main qui donne au-dessus de la main qui reçoit, ça, c'est terminé. Oui. C'est vraiment un sujet... On est d'accord. Merci Nathalie Delapalme pour cet éclairage. Luc Bagour, on vient vers vous. Vous êtes directeur général, je le disais, de l'unité politique de coordination du développement durable à l'INTPA. Comment la Commission européenne réinvente-t-elle sa politique de développement durable pour favoriser ces partenariats équilibrés avec les pays du Sud dans le contexte de redéfinition dont on a entendu parler des rapports de force internationaux, aussi bien de l'Amérique latine que de l'Afrique et évidemment du reste du monde et de l'Asie? Bien, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et puis c'est un plaisir de fêter les 10 ans d'Expertise France, qui est un partenaire important de la Commission européenne. Et l'Union européenne a depuis longtemps un rôle central dans la coopération au développement et avec les États membres, nous avons démontré notre leadership pour définir les politiques internationales. Alors, concernant votre question, moi j'ai 3 grands messages qui font d'ailleurs écho à ce qui a été déjà dit. D'abord, nous devons acter un changement de paradigme. Le temps des relations traditionnelles, pays donateurs, pays bénéficiaires de l'aide est révolu. Les marchés émergents et les économies en développement veulent des partenariats entre égaux. Nous avons les mêmes problèmes et nous devons les traiter ensemble. Responsabilité mutuelle et impact durable doivent être au cœur de ces partenariats. Ensuite, les pays partenaires demandent des investissements. Ils demandent des investissements privés et publics pour traiter les enjeux globaux, mais aussi pour les connecter à une économie globalisée. C'est pourquoi, de notre côté, nous avons mis en place une stratégie qu'on appelle Global Gateway, qui vise à mobiliser 300 milliards d'euros sur la période 2021-2027 pour
promouvoir des investissements publics et privés dans les infrastructures de qualité. C'est notre principale contribution à l'agenda 2030, aux objectifs de développement durable, à l'accord de Paris. Mais comme l'ambition est énorme, on essaie de mobiliser au maximum l'ensemble des acteurs européens autour de cette stratégie et donc faire vivre l'équipe Europe. Et enfin, je crois qu'un agenda d'investissement crédible n'est réalisable qu'en mobilisant les finances privées, le financement privé à grande échelle. L'argent public seul est insuffisant. Il faut donc créer les conditions favorables aux investissements privés, et c'est là que nos subventions ont un rôle important à jouer pour faire la différence, pour changer l'environnement des affaires, pour accompagner les investissements privés. Et le maître mot ici, pour moi, c'est effet de levier. 1 euro de subvention doit générer plusieurs euros d'investissement. Merci beaucoup, Luc Bagur. Et là, c'est la fin de ce panel. Vous avez vu, hein, c'est très chargé. Merci beaucoup. Gracias. Merci pour tous vos éclairages. On rejoint tout de suite Gallagher Fenwick qui va nous parler du projet ESIWA, qui parle de sécurité et de défense.